INA Podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo, découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 10e chapitre, Suprême ombre, suprême aurore. Avec George Wilson, Jean Valjean, Jacques d'Asque, Marius, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Édith Loria, Cosette, et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. Faites entrer Monsieur Thénard. Que voulez-vous? Est-ce que Monsieur le Baron n'a pas lu ma lettre? Précisez. Soit, Monsieur le Baron, je précise. J'ai un secret à vous vendre. Un secret? Un secret? Qui me concerne? Un peu. Quel est ce secret? Je commence gratis. Vous allez voir que je suis intéressant. Parlez. Monsieur le Baron, vous avez chez vous un voleur et un assassin. Chez moi? Non. Assassin et voleur. Remarquez, Monsieur le Baron, que je ne parle pas ici de faits anciens, arriérés, caducs, qui peuvent être effacés par la prescription devant la loi et par le repentir devant Dieu. Non, je parle de faits récents, de faits actuels, de faits encore ignorés de la justice à cette heure. Je continue. Cet homme s'est glissé dans votre confiance, et presque dans votre famille, sous un faux nom. Je vais vous dire son nom vrai, et vous le dire pour rien. J'écoute. Il s'appelle Jean Valjean. Je le sais. Je vais vous dire, également pour rien, qui il est. Dites. C'est un ancien forçat. Je le sais. Vous le savez, depuis que j'ai eu l'honneur de vous le dire. Non, je le savais auparavant. Je ne me permets pas de démentir, Monsieur le Baron. Maintenant, ce que j'ai à vous apprendre n'est connu que de moi seul. Cela intéresse la fortune de Madame la Baronne. C'est un secret extraordinaire. Il est à vendre. C'est à vous que je l'offre d'abord. Bon marché, 20 000 francs. Je sais ce secret-là, comme je sais les autres. Monsieur le Baron, mettez 10 000 francs et je parle. Je vous répète que vous n'avez rien à m'apprendre. Il faut pourtant que je dîne aujourd'hui. Monsieur le Baron, je vais parler. Je parle. Donnez-moi 20 francs. Je sais votre secret extraordinaire. De même que je savais le nom de Jean Valjean. De même que je sais votre nom. Mon nom? Oui. C'était pas difficile, Monsieur le Baron. J'ai eu l'honneur de vous l'écrire, de vous le dire. Thénardier. Hein? Thénardier. Quoi, qui ça? Vous êtes aussi l'ouvrier Jondrette, le comédien Fabantou, le poète Jean Flot, l'espagnol Don Alvarez et la femme Balizard. La femme quoi? Et vous avez tenu une gargote à Montfermeil. Une gargote? Jamais. Et je vous dis que vous êtes Thénardier. Mais je le nie. Et que vous êtes un gueux. Tenez. Oh, merci. Oh, pardon. 500 francs, Monsieur le Baron. Eh ben, soit, mettons-nous à notre aise. Je suis Thénardier. Thénardier, à présent, votre secret. Voulez-vous que je vous le dise? Jean Valjean, comme vous l'avez dit, est un assassin et un voleur. Un voleur parce qu'il a volé à un riche manufacturier dont il a causé la ruine, Monsieur Madeleine.
Un assassin parce qu'il a assassiné l'agent de police Javert. Je ne comprends pas, monsieur le baron. Là, nous faisons fausse honte. Quoi, contestez-vous cela? Ce sont des faits. Ou ce sont des chimères. La confiance dans monsieur le baron Bonheur me fait un devoir de le lui dire. Avant tout, la vérité et la justice. Oh, je n'aime pas voir accuser les gens injustement. Monsieur le baron, Jean Valjean n'a point volé monsieur Madeleine. Et Jean Valjean n'a point tué Javert. Voilà qui est fort, comment cela? Pour 2 raisons. Lesquelles? Parlez. Voici la première. Il n'a pas volé monsieur Madeleine, attendu que c'est lui-même, Jean Valjean, qui est monsieur Madeleine. Que me comptez-vous là? Et voici la seconde. Il n'a pas assassiné Javert, attendu que celui qui a tué Javert, c'est Javert. Que voulez-vous dire? Que Javert s'est suicidé. Mais prouvez. L'agent de police Javert a été trouvé noyé sous un bateau du Pont-au-Change. Mais prouvez donc. Mais j'ai des preuves imprimées, tenez, 2 journaux, là, un numéro du Drapeau Blanc, du 25 juillet 1823, établissant l'identité de monsieur Madeleine et de Jean Valjean. Un du Moniteur, du 15 juin 1832, constatant le suicide de Javert et ajoutant qu'il résultait d'un rapport verbal de Javert au préfet que, fait prisonnier dans la barricade de la rue de la Chanvrerie, il avait dû la vie à la magnanimité d'un insurgé qui, le tenant sous son pistolet, au lieu de lui brûler la cervelle, avait tiré en l'air... C'est une note de la préfecture de police. Eh bien alors, ce malheureux est un admirable homme. Toute cette fortune est vraiment à lui. C'est Madeleine, la providence de tout un pays. C'est Jean Valjean, le sauveur de Javert. C'est un héros, c'est un saint. Oh là là, calmons-nous. C'est un voleur, un assassin. Encore? Mais toujours, Jean Valjean n'a pas volé Madeleine, mais c'est un voleur. Il n'a pas tué Javert, mais c'est un assassin. Monsieur le baron, le 6 juin 1832, il y a 1 an environ, le jour de l'émeute, un homme était dans le grand égout de Paris, du côté où l'égout vient rejoindre la Seine, entre le pont des Invalides et le pont d'Iéna. Cet homme, forcé de se cacher, avait pris l'égout pour domicile, et en avait une clé. Il pouvait être 8 heures du soir. L'homme entendit du bruit dans l'égout. On marchait dans l'ombre. On venait de son côté. Chose étrange, il y avait dans l'égout un autre homme que lui. La grille de sortie de l'égout n'était pas loin. Un peu de lumière qui en revenait lui permit de reconnaître le nouveau venu et de voir que cet homme portait quelque chose sur son dos. L'homme qui marchait était un ancien forçat, et ce qu'il traînait sur ses épaules était un cadavre. Flagrant délit d'assassinat s'il en fut. Quant au vol, il va de soi. On ne tue pas un homme gratis. Ce forçat allait jeter ce cadavre à la rivière. Monsieur le baron, un égout n'est pas le champ de Mars. Quand 2 hommes sont là, il faut qu'ils se rencontrent. C'est ce qui arriva. Le domicilié et le passant furent forcés de se dire bonjour, à regret l'un et l'autre. Le passant dit au domicilié, « Tu vois ce que j'ai sur le dos? Il faut que je sorte. Tu as la clé? Donne-la-moi. » Ce forçat était un homme d'une force terrible. Il n'y avait pas à refuser. Pourtant, celui qui avait la clé parlementa, uniquement pour gagner du temps. Il examina le mort, mais il ne put rien voir, sinon qu'il était jeune, bien mis, l'air d'un riche, tout défiguré par le sang. Et tout en causant, il trouva moyen de déchirer et d'arracher par derrière, sans que l'assassin s'en aperçût, un morceau de l'habit de l'homme assassiné. Il mit la pièce à conviction dans sa poche. Après quoi, il ouvrit la grille. Vous comprenez à présent? Celui qui portait le cadavre, c'est Jean Valjean. Celui qui avait la clé vous parle en ce moment. Et le morceau de l'habit, le voilà. Monsieur le baron, j'ai les plus fortes raisons de croire que le jeune homme assassiné était un opulent étranger attiré par Jean Valjean dans un piège et porteur d'une somme énorme. Le jeune homme était moi, et voici l'habit. Vous êtes un infâme. Vous êtes un menteur, un calomniateur, un scélérat. Vous veniez accuser cet homme, vous l'avez justifié. Vous vouliez le perdre, vous n'avez réussi qu'à le glorifier. Et c'est vous qui êtes un voleur. Et c'est vous qui êtes un assassin. Je vous ai vu, Thénardier Jondrette, dans ce bouge du boulevard de l'hôpital. J'en sais assez sur vous pour vous envoyer au bagne. Et plus loin même, si je le voulais. Tenez, voici 1000 francs. Sacré pan que vous êtes.
Vil coquin, que ceci vous serve de leçon. Brocanteur de secrets, marchand de mystères, fouilleur de ténèbres, misérable! Prenez ces 500 francs et sortez d'ici. Waterloo vous protège. Waterloo? Oui, assassin. Vous y avez sauvé la vie à un colonel. Un général? Un colonel. Je ne donnerai pas un liard pour un général. Allez, partez, disparaissez. Ah, monstre, tenez, voilà encore 1000 francs. Prenez-les, vous partirez demain. Pour l'Amérique, avec votre fille. Car votre femme est morte, misérable menteur. Je veillerai à votre départ, bandit. Et je vous compterai à ce moment-là 20 000 francs. Mais allez vous faire pendre ailleurs. Monsieur le baron, reconnaissance éternelle. Cosette! Cosette, viens! Oui, viens. j'arrive! Basque, un fiacre! Cosette, viens! Oh mon Dieu, c'est lui qui m'avait sauvé la vie. Enfin, Marius! Ne perdons pas une minute. Mets ton châle. Mais que se passe-t-il, Marius? Cosette, je suis un malheureux. Nous allons rue de l'Homme Armé. Oh, quel bonheur! Oh, je n'osais plus t'en parler. Nous allons voir Monsieur Jean. Ton père, Cosette, ton père plus que jamais. Oh, Cosette, je devine. Tu m'as dit que tu n'avais jamais reçu la lettre que je t'avais envoyée par Gavroche. Elle sera tombée dans ses mains. Cosette, il est allé à la barricade pour me sauver. Il m'a tiré de ce gouffre pour me donner à toi. Il m'a porté sur son dos dans cet effroyable égout. Oh, je suis un monstrueux ingrat. Cosette, nous allons le ramener, le prendre avec nous. Qu'il le veuille ou non, il ne nous quittera plus. Oh, pourvu qu'il soit encore chez lui. Pourvu que nous le trouvions, je passerai le reste de ma vie à le vénérer. Cosette, je te bénis. Je vais t'expliquer. Ton mari a eu raison de me faire comprendre que je devais m'en aller. Cependant, il y a eu un peu d'erreur dans ce qu'il a cru. Mais il a eu raison. Il est excellent. Aime-le toujours bien quand je serai mort. Monsieur Pontmercy, aimez toujours bien mon enfant bien-aimé. Cosette, on trouvera ce papier-ci. Tu vas voir les chiffres, si j'ai la force de me les rappeler. Écoute bien, cet argent est bien à toi. Voici toute la chose. Le jet blanc vient de Norvège, le jet noir vient d'Angleterre, la verroterie noire vient d'Allemagne. Oh, c'est fini. Je ne la verrai plus. C'est un sourire qui a passé sur moi. Je vais entrer dans la nuit sans même la revoir. Oh, une minute, un instant, entendre sa voix, toucher sa robe, la regarder, elle, l'ange, et puis mourir. Ce n'est rien de mourir, ce qui est affreux, c'est de mourir sans la voir. Elle me sourirait, elle me dirait un mot. Est-ce que cela ferait du mal à quelqu'un? Non, c'est fini. Jamais. Me voilà tout seul. Mon Dieu, je ne la verrai plus. Entrez. Cosette. Père.
Cosette. Elle. Vous, madame. C'est toi. Oh mon Dieu, c'est toi. Tu es là, tu me pardonnes donc. Mon père. Et vous aussi, vous me pardonnez. Merci. Oh, comme on est bête. Je croyais que je ne la reverrais plus. Étais-je idiot? Mais on compte sans le bon Dieu. Le bon Dieu dit, tu t'imagines qu'on va t'abandonner, Bêta? Non. Non, ça ne se passera pas comme ça. Allons, il y a un pauvre homme qui a besoin d'un ange. Et l'ange vient, et l'on revoit sa Cosette, et l'on revoit sa petite Cosette. Ah. Oh. Oh, j'étais bien malheureux. Oh, Dieu béni, je la revois. Sais-tu, Cosette, que ton mari est très beau? Ah, tu as un joli col brodé, à la bonne heure. J'aime ce dessin-là. C'est ton mari qui l'a choisi, n'est-ce pas? Et puis, il te faudra des cachemires. Monsieur Pontmercy, laissez-moi la tutoyer. Ce n'est pas pour longtemps. Quelle méchanceté de nous avoir laissés comme cela. Où êtes-vous donc allé? Pourquoi avez-vous été si longtemps? Savez-vous que vous êtes très changé? Oh, le vilain père, il a été malade et nous ne l'avons pas su. Tiens, Marius, tâte sa main comme elle est froide. Ainsi, vous voilà. Monsieur Pontmercy, vous me pardonnez? Cosette, entends-tu? Il me demande pardon. Et sais-tu ce qu'il m'a fait, Cosette? Il m'a sauvé la vie. Il a fait plus. Il t'a donné à moi. Et après m'avoir sauvé, et après t'avoir donné à moi, Cosette, qu'a-t-il fait de lui-même? Il s'est sacrifié. Voilà l'homme. Cette barricade, cet égout, cette fournaise, ce cloaque, il a tout traversé pour moi. Pour toi, Cosette. Il m'a emporté à travers toutes les morts qu'il écartait de moi et qu'il acceptait pour lui. Tous les courages, toutes les vertus, tous les héroïsmes, toutes les saintetés, il les a. Cosette, cet homme-là, c'est l'ange. Pourquoi dire tout cela? Mais vous, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? C'est votre faute aussi. Vous sauvez la vie des gens et vous le leur cachez. Vous faites plus. Sous prétexte de vous démasquer, vous vous calomniez. C'est affreux. J'ai dit la vérité. Non. La vérité, c'est toute la vérité. Et vous ne l'avez pas dite. Vous étiez monsieur Madeleine. Pourquoi ne l'avoir pas dit? Vous aviez sauvé Javert. Pourquoi ne l'avoir pas dit? Je vous devais la vie. Pourquoi ne l'avoir pas dit? Parce que je pensais comme vous. Je trouvais que vous aviez raison. Il fallait que je m'en allasse. Si vous aviez su cette affaire de l'égout, vous m'auriez fait rester près de vous. Je devais donc me taire. Si j'avais parlé, cela aurait gêné tout. Gêné quoi? Gêné qui? Est-ce que vous croyez que vous allez rester ici? Oh, mon Dieu, quand je pense que c'est par hasard que j'ai appris tout cela. Vous ne passerez pas dans cette affreuse maison un jour de plus. Ne vous figurez pas que vous serez demain ici. Demain, je ne serai pas ici. Mais je ne serai pas chez vous. Nous avons une voiture en bas, je vous enlève. S'il le faut, j'emploierai la force. Ah, si vous saviez comme le jardin est joli en ce moment-ci. Les azalées viennent très bien. Les allées sont sablées avec du sable de rivière. Il y a de petits coquillages violets. Vous mangerez de mes fraises. C'est moi qui les arrose. Et plus de madame et plus de monsieur Jean. Nous sommes en République. Tout le monde se dit tu. N'est-ce pas, Marius? Oh, si vous saviez, père, j'ai un chagrin. Il y avait un rouge-gorge qui avait son nid dans un trou du mur. Un horrible chat me l'a mangé. J'en ai pleuré. J'aurais tué le chat. Mais maintenant, personne ne pleure plus. Tout le monde rit, tout le monde est heureux. C'est bien vrai que ce serait charmant de vivre ensemble. Seulement, c'est dommage. Mon Dieu, vos mains sont encore plus froides. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous souffrez? Moi, non. Je suis très bien. Seulement... Seulement quoi? Je vais mourir tout à l'heure. Mourir? Oui, mais ce n'est rien. Cosette, tu me parlais. Continue. Ton petit rouge-gorge est mort. Parle. Que j'entende ta voix. Père. Mon père, vous vivez, vous allez vivre. Je veux que vous viviez, entendez-vous? Ah oui. Défends-moi de mourir.
Qui sait, j'obéirai peut-être. J'étais en train de mourir quand vous êtes arrivé, cela m'a arrêté. Il m'a semblé que je renaissais. Vous êtes plein de force et de vie. Est-ce que vous vous imaginez qu'on meurt comme cela? Vous avez eu du chagrin, vous n'en aurez plus. C'est moi qui vous demande pardon. Et à genoux encore. Vous allez vivre. Et vivre avec nous. Et vivre longtemps. Vous voyez bien que Marius dit que vous ne mourrez pas. Quand vous me reprendriez, monsieur Pontmercy, cela ferait-il que je ne sois pas ce que je suis? Non. Dieu a pensé comme vous et moi, et il ne change pas d'avis. Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut. Que vous soyez heureux, monsieur Pontmercy, et Cosette. Que la jeunesse épouse le matin. Qu'il y ait autour de vous des lilas et des rossignols. Que votre vie soit une belle pelouse avec du soleil, et que tous les enchantements du ciel vous remplissent l'âme. Et maintenant, moi, qui ne suis bon à rien, que je meure, il est sûr que tout cela est bien. Je vais vous dire ce qui m'a fait de la peine, monsieur Pontmercy. C'est que vous n'avez pas voulu toucher à l'argent. Cet argent-là est bien à votre femme. Je vais vous expliquer, mes enfants. Le jet noir vient d'Angleterre, le jet blanc vient de Norvège. Tout ceci est dans le papier que voilà, que vous lirez. Pour les bracelets, j'ai inventé de remplacer les coulants en tôle soudée par des coulants en tôle rapprochée. C'est plus joli, meilleur et moins cher. Vous comprenez tout l'argent qu'on peut gagner? Approchez tous les deux. Je vous aime bien. Oh, que c'est bon de mourir comme cela. Toi aussi, tu m'aimes, ma Cosette. Je savais bien que tu avais toujours de l'amitié pour ton vieux bonhomme. Comme tu es gentil de m'avoir mis ce coussin sous les reins. Tu me pleureras un petit peu, n'est-ce pas? Pas trop. Je ne veux pas que tu aies de vrais chagrins. Il faudra vous amuser beaucoup, mes enfants. J'ai oublié de vous dire que sur les boucles sans ardillon, on gagnait encore plus que sur tout le reste. La grosse, les 12 douzaines revenaient à 10 francs et se vendaient 60. C'était vraiment un bon commerce. Il ne faut donc pas s'étonner des 600 000 francs, monsieur Pontmercy. C'est de l'argent honnête. Vous pouvez être riche, tranquillement. Il faudra avoir une voiture, de temps en temps une loge au théâtre, de belles toilettes de bal, ma Cosette, et puis donner de bons dîners à vos amis, être très heureux. J'écrivais tout à l'heure à Cosette, elle trouvera ma lettre. C'est à elle que je lègue les 2 chandeliers qui sont sur la cheminée. Ils sont en argent, mais pour moi, ils sont en or, ils sont en diamant. Ils changent les chandelles qu'on y met en cierge. Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi là-haut. J'ai fait ce que j'ai pu. Mes enfants, vous n'oublierez pas que je suis un pauvre. Vous me ferez enterrer dans un premier coin de terre venue, sous une pierre pour marquer l'endroit. C'est là ma volonté. Pas de nom sur la pierre. Si Cosette veut venir un peu quelquefois, cela me fera plaisir. Vous aussi, monsieur Pontmercy. Il faut que je vous avoue que je ne vous ai pas toujours aimé. Je ne vous en demande pardon. Maintenant, elle et vous, vous n'êtes qu'un pour moi. Je vous suis très reconnaissant. Je sens que vous rendez Cosette heureuse. Si vous saviez, monsieur Pontmercy, ces belles joues,
C'était ma joie. Quand je la voyais un peu pâle, j'étais triste. Il y a dans la commode un billet de 500 francs. Je n'y ai pas touché, c'est pour les pauvres. Cosette, vois-tu ta petite robe là sur le lit? La reconnais-tu? Il n'y a pourtant que 10 ans de cela. Comme le temps passe. Nous avons été bien heureux. C'est fini. Mes enfants, ne pleurez pas. Je ne vais pas très loin. Je vous verrai de là. Vous n'aurez qu'à regarder. Quand il fera nuit, vous me verrez sourire. Cosette, te rappelles-tu, Montfermeil? Tu étais dans le bois. Tu avais bien peur. Te rappelles-tu quand j'ai pris l'anse du seau d'eau? C'est la première fois que j'ai touché ta pauvre petite main. Elle était si froide. Ah, vous aviez les mains rouges dans ce temps-là, mademoiselle. Vous les avez bien blanches maintenant. Et la grande poupée, te rappelles-tu? Tu la nommais Catherine. Tu regrettais de ne pas l'avoir emmenée au couvent. Ah, comme tu m'as fait rire des fois, mon doux ange. Quand il avait plu, tu embarquais sur les ruisseaux des brins de paille et tu les regardais aller. Un jour, je t'ai donné une raquette en osier et un volant avec des plumes jaunes, bleues, vertes, et tu l'as oublié, toi. Tu étais si expiègle, toute petite. Tu jouais. Tu te mettais des cerises aux oreilles. Ce sont là des choses du passé. Les forêts où l'on a passé avec son enfant, les arbres où l'on s'est promené, les couvents où l'on s'est caché, les yeux, les bons rires de l'enfance. C'est de l'ombre. Je m'étais imaginé que tout cela m'appartenait. Voilà où était ma bêtise. Ces Thénardier ont été méchants, il faut leur pardonner. Cosette, voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là. Fantine. Mets-toi à genoux toutes les fois que tu le prononceras. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur. Ce sont les partages de Dieu. Il est là-haut. Il nous voit tous et il sait ce qu'il fait au milieu de ces grandes étoiles. Je vais donc m'en aller, mes enfants. Aimez-vous bien, toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde. S'aimer. Vous penserez quelquefois au vieux qui est mort ici. Oh, ma Cosette, ce n'est pas ma faute, va. Si je ne t'ai pas vue tous ces temps-ci, cela me fendait le cœur. J'allais jusqu'au coin de ta rue, j'étais comme fou. Une fois, je suis sorti, sans chapeau. Mes enfants, voici que je ne vois plus très clair. J'avais encore des choses à te dire, mais c'est égal. Pensez un peu à moi. Vous êtes des êtres bénis. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vois de la lumière.
Approchez encore. Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères têtes bien-aimées, que je mette mes mains dessus. Il y a au cimetière du Père-Lachaise, aux environs de la fosse commune, loin du quartier élégant de cette ville des sépulcres, loin de tous ces tombeaux de fantaisie qui étalent en présence de l'éternité les hideuses modes de la mort, dans un angle désert, le long d'un vieux mur, sous un grand if auquel grimpent, parmi les chiens-dents et les mousses, les liserons, une pierre. Cette pierre n'est pas plus exempte que les autres des lèpres du temps, de la moisissure, du lichen et des fientes d'oiseaux. L'eau la verdit, l'air la noircit. Elle n'est voisine d'aucun sentier, et l'on n'aime pas aller de ce côté-là parce que l'herbe est haute et qu'on a tout de suite les pieds mouillés. Quand il y a un peu de soleil, les lézards y viennent, il y a tout autour un frémissement de folles avoines. Au printemps, les fauvettes chantent dans l'arbre. Cette pierre est toute nue. On a songé en la taillant qu'au nécessaire de la tombe, et l'on n'a pris d'autres soins que de faire cette pierre assez longue et assez étroite pour couvrir un homme. On n'y lit aucun nom. Seulement, voilà de cela bien des années déjà, une main y a écrit au crayon ces 4 vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière, et qui, probablement, sont aujourd'hui effacés. Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 10e chapitre, Suprême ombre, suprême aurore. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Jean Valjean, Jacques d'Asque, Marius, Georges Chamaras, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Édith Loria, Cosette. Et dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubeyran.